La balade de l'été ressemble à une balade de l'automne avec ce temps incertain. Ça fait partie des joies de la rando et ça ne nous empêchera pas de démarrer cette boucle au départ du village de Limerlé en commune de Gouvy, toujours accompagné de notre amie Jenny. Pour cette deuxième étape gouvionne, découverte du château millénaire de Steinbach, mais également du moulin de Bistin. La ferme de la Madelonne à Sterpigny fera elle aussi partie de cet itinéraire long d'un peu plus de 23 km. Salut Marie-Ève. Salut Antoine. Ça va? Ça va bien, toi aussi? Ouais. Hein. Par ce beau petit temps frisquet? Il fait un peu frisquet ce matin, mais bon, ça va aller. Oui, hein. ça va. On te retrouve au cœur du village de Limerlé, un charmant village typiquement ardennais. Hein. Oui, typiquement ardennais, très vieux, avec, comme on le voit tout autour de nous, vraiment des belles vieilles bâtisses. Donc c'est un village qui existe depuis le Moyen-Âge, qui s'est vraiment structuré au fil du temps. Et comme on va le voir un petit peu après, qui s'est aussi structuré grâce à la voie romaine. Ouais, c'est une des typicités de la commune de Gouvy, hein. C'est ces petits villages qui ont gardé leur caractère très rural. Oui, mais celui-ci n'a pas trop été détruit à la guerre et donc vraiment ça vaut la peine de circuler dans des petites rues et pour voir vraiment des murs en pierre sèche, des petits appentis, des petits fournils, enfin vraiment, il y a quelques maisons encore qui sont encloses de leurs murs et c'est vraiment très joli, franchement, à découvrir. On va vérifier ça dans le prochain village que l'on va traverser. Oui. Hein. Oui, aussi, oui. On va aller vers Steinbach et c'est de nouveau le même cas de figure, vraiment un village qui était probablement aussi plus riche dans le temps et qui a évidemment eu des demeures un peu plus importantes. Je te propose de démarrer donc cette boucle en direction donc d'abord de Steinbach. Si Jamie est prête à partir, on y va? On y va. Allez. Là, on arrivera bientôt à Steinbach ici, Marie-Ève. Oui, sur un beau petit chemin. Tu as vu le lièvre? Ouais, on a vu un lièvre, en effet. Ouais. Jamie l'a vu aussi. Hein. Et on vient d'emprunter une ancienne voie romaine, c'est ça? Oui, on vient d'emprunter une ancienne voie romaine qui est exactement sur le partage des eaux. Donc c'est la chose la plus ancienne, disons, entre le bassin de la Meuse et le bassin du Rhin. Alors après, il y a eu une voie romaine qui s'est installée là vraiment sur le sommet. D'accord. On l'installe là pour côté défensif, etc. puisqu'on a une belle vue, quoi. Puis postérieurement, bien entendu, il y a eu un Ravel. Et maintenant, il y a le circuit Poineux qui emprunte ce Ravel. Donc voilà, ça sert depuis la nuit des temps. C'est ça. Alors, chose qu'on remarque depuis déjà quelques bonnes dizaines de mètres, c'est qu'on est survolé par pas mal de milans royaux. Tu me disais que c'était assez typique de l'endroit où on se situe sur le territoire de Gouvy. Hein. Oui, et du parc naturel d'ailleurs. D'accord. Tous les plateaux herbagés, vraiment, on rencontre le milan très très fréquemment. Il y a 25 ans, il n'était pas là, quasiment, non, il est arrivé il y a 25 ans. Il était là postérieurement et c'est un détritivore qui ne mange pas de proie vivante, qui est vraiment... voilà, c'est pas lui qui va s'attaquer régulièrement aux poules, sauf si y en a une qui est déjà bien affaiblie. Et on le retrouve chaque année puisqu'il est migrateur et qui va en hiver dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Afrique. Donc nous voilà à Steinbach, un très beau village de la commune de Gouvy, avec plusieurs bâtiments classés.
Et une belle image chromatique blanche à cause de tous les murs crépis. D'accord. On va aller au château du Beurtet. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de nous Bienvenue. accueillir Bonjour. dans la cour de ce magnifique Bonjour. château de Steinbach. Oui, bienvenue. Également appelé château du Beurtet, c'est ça? C'est ça, château de Beurtet, oui. Alors tu es propriétaire depuis une dizaine d'années, mais c'est un château qui a une histoire de 1000 ans, c'est ça? Oui, 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 bien au-delà. Les plus anciens documents que j'ai trouvés, c'est à la baie de Stavelot, où on parle du château en 814 déjà. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est encore plus vieux. Donc c'est une très ancienne seigneurie ici. Alors il a évolué, évidemment, ce château. La version qu'on connaît maintenant, elle date de 1766, c'est ça? C'est ça. Donc les caves sont du XIe siècle, mais le château tel qu'il est aujourd'hui, après un grand incendie, a été reconstruit par monsieur de Beurtet, qui était à l'époque marié avec une de Steinbach. D'accord. Ouais. Alors il y a encore des vestiges de l'ancien château, donc avant l'incendie, qui sont vérifiables à divers endroits de la cour. c'est Oui, ça? oui, l'arche là-bas par exemple, il y a des pierres rouges, rouges des Vosges comme on dit, où on trouve encore des armes à l'intérieur, donc c'est les anciennes armes. Et dans le tour qui est là, de l'autre côté, il y a encore aussi des fenêtres en pierre rouge d'Alsace. D'accord. Et la pierre qu'on trouve ici, c'est la pierre de Recht, donc de la région. Il y avait une anecdote assez étonnante que tu nous as confiée par rapport au roi d'Espagne. En quoi était-il quelque peu impliqué dans l'histoire du château à un certain Oui. moment de l'histoire? Quand le roi d'Espagne a conquéri la Belgique, enfin l'Hollande, il était ici dans la région, il a trouvé le château beau et tout ce qui était beau, il confisquait. Et puis les de Steinbach, qui avaient encore de l'argent, ont fait un pèlerinage à Compostelle, parce qu'on parle ici des Reyes Católicos. Et ils ont donc fait le pèlerinage et à la fois ils ont profité pour acheter le château. Le roi, qui faisait beaucoup de guerres, avait toujours besoin d'argent, donc il revendait. Donc, Et il a fait ça. il y a une preuve de ce pèlerinage sur la façade du château. Oui, oui, oui. Là, il y a les armes. Il s'appelait Martin de Steinbach, à l'époque quand il a racheté. Et donc, dans les armes, on trouve les coquillages de Saint-Jacques. D'accord. Ouais. Je vous invite à l'intérieur pour jeter un coup d'œil. Avec plaisir. Volontiers. Merci. Et voilà, ici on est dans le salon avec un grand feu et on passe des soirées formidables ici, surtout en hiver, avec un peu de neige, c'est juste formidable. Non, on n'en doute pas. Ce lieu, évidemment, il est classé. Ça veut dire qu'en termes de rénovation, de remise à neuf, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ça se passe comment? Exact. Même par exemple pour cette peinture, on a dû avoir l'aval des monuments. Des monuments classés, et puis ils disent quel type de peinture, ça doit être une peinture calcaire, pas moderne, à l'ancienne, etc. Donc c'est vraiment prescrit. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce lieu, dans ce château? Pourquoi vous avez flashé dessus? Oui. Bon, pour commencer, il est très beau, et puis c'était quand même un rêve d'enfance d'un jour d'avoir un château, et c'est vrai que j'adore, je suis amoureux de vieilles pierres et puis c'est juste formidable de pouvoir vivre dans un bâtisse avec tant d'histoire et tant de... il y a même pendant la Deuxième Guerre, Léon le Grêle a été ici avec son gouvernement reconstitué pour la Belgique. Il a gouverné sa Belgique pendant quelques jours d'ici. Donc c'est aussi ce côté de l'histoire qui est peut-être pas trop bon, mais c'est l'histoire quand même. Ça fait partie de l'histoire, Ouais, évidemment. ouais. On sent en tout cas que vous êtes emprunt justement de l'ambiance et de l'histoire de ce château, en tout cas. Absolument, absolument. On terminerait bien notre étape ici, hein, Marie-Ève. Pourquoi pas? Mais on a encore pas mal de kilomètres à faire. On va saluer notre ami Martin. Merci en tout cas de nous avoir fait visiter ce lieu absolument chargé d'histoire. Ouais. Et à très bientôt. Et bon courage avec votre balade. Ça va. Merci, bien. à bientôt. Au revoir. Merci.
voilà arrivé au moulin Bistin, Marie-Ève. Moulin de Bistin, oui. C'est un moulin qui s'est installé en 1400 déjà. Il y a déjà des mentions. Il ne s'appelait pas encore le moulin de Bistin. Ok. Et donc il a pris le nom du moulin de Bistin en 1823. Et puis voilà, il a moulu. Et on y a rajouté une huilerie par après. Puis évidemment, les moulins ont un peu périclité, puisqu'il n'y avait plus besoin de faire moudre. Et donc dans les années 60, c'est devenu un camping. Ah ouais. Donc c'est un endroit magnifique, il y a des tas et des tas de Liégeois qui connaissent le milieu comme leur poche. Tout ça en Avec, contrebas de ce rocher. Oui, avec le rocher de Bistin. On a retrouvé en 1894, je pense, une sépulture au-dessus du rocher qui est maintenant au musée d'art et d'histoire à Bruxelles. Un lieu intéressant Oui, et qui est oui, d'ailleurs tout à prisé fait. par les trailers. On va le voir avec notre prochain invité. Oui, on va voir ça. Salut Laurent, Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Ève. ça va? Ça va, oui. Alors on le disait il y a quelques instants avec Marie-Ève, cette vallée ici aux abords du rocher de Bistin, elle est bien connue par les trailers. Et elle est recherchée, pourquoi? C'est une vallée hyper sauvage, très peu connue aussi du touriste et qui propose une diversité de paysages assez fantastique. Et donc tous ces ingrédients font que le trailer est assez attiré par ce genre de milieu. Et donc voilà, l'idée a été de créer des trails ici dans le coin. Notamment le trail de la Tarée, hein, c'est ça? Le trail de la Tarée, dont je suis un des créateurs en 2016, ici à Retigny, qui propose maintenant des circuits au mois de mars qui sont de plus en plus fréquentés, Ouais. mais tout en gardant quand même une dimension relativement humaine. Vous avez environ combien de participants chaque année à ce trail? Alors ici on limite à 1000 participants, et donc chaque année, en moins d'un jour, les 1000 tickets sont validés, donc c'est un trail qui effectivement est très demandé. C'est Voilà. ça. Alors cette région, elle est aussi traversée par un itinéraire de trail qui est permanent. Oui, donc depuis avril, donc c'est vraiment tout nouveau, nous avons créé une trace qui s'appelle la BMBHA, donc la balade des microbrasseries de la Haute-Ardenne, et qui va traverser les différentes contrées ici, donc de la Haute-Ardenne, tout en relayant comme ça différentes microbrasseries. Donc on passe à travers 7 microbrasseries. Ok. Donc quand je parle de microbrasserie, c'est vraiment la microbrasserie avec des petits brassins et des petits exploitants qui vont faire découvrir les bières et les différents trésors ardennais. Donc un tracé tant pour les trailers que pour les randonneurs aussi. Alors c'est libre de parcours, donc vous pouvez partir en rando avec le sac à dos en 2 jours, 4 jours, 8 jours, comme vous voulez. Les trailers l'ont déjà fait en 40 heures à peu près. Sans s'arrêter dans les brasseries alors. Là, voilà, faut leur demander. Et c'est ouvert également au VTT et au gravel. Donc ça veut dire que c'est une offre assez éclectique et qui va faire plaisir à énormément de monde. Alors il faut savoir que le parcours fait quand même 165 km et traverse des régions, la commune d'Oufalise, Manet, Éwaille, Stoumont, Lierneux, Vielsalm et Gouvy. D'accord. Voilà. Ah, voilà, de quoi donner des idées à nos spectateurs, éventuellement à nous aussi, hein, Marie-Ève, pourquoi ne pas s'embarquer dans cette aventure prochainement. En tout cas, merci Laurent pour toutes ces explications. Voilà, au plaisir de vous accueillir sur nos parcours. Avec plaisir également. Merci. On va poursuivre. À bientôt, merci. Salut. Voilà, arrivé à Retigny, Marie-Ève, devant cette chapelle de 1701, c'est ça? On croirait bien, oui, mais c'est une petite attrape parce qu'en fait elle a été construite en 1636. D'accord. Et 1701, c'est la date de la réfection, de des premières modifications de la chapelle. Donc ils ont mis la date à ce moment-là. Ok. C'est la chapelle Saint-Roch
qui, comme beaucoup de chapelles ici dans la région, ont été construites suite à la peste de 1600 et quelques. La peste était arrivée en 1350 à peu près en France, mais elle est restée très longtemps et donc ici c'était en 1635-36, donc c'est pour ça qu'on a fait la chapelle. C'est ça. Donc elle a décimé un tiers de la population européenne. Énorme. C'est énorme. 25 millions d'habitants sur 75 millions à l'époque. Ouais. Voilà, Ça- donc ça les valait bien, pandémies, ça quelques valait bien une chapelles. chapelle, oui. Ouais. D'autant plus que c'était le malheur venu du ciel. Et voilà, donc il y a énormément de chapelles Saint-Roch qui viennent partout en Ardennes à cette époque-là. On sait y entrer dans cette Oui, chapelle. on peut y entrer. On va aller jeter un œil. C'est vraiment très beau, les fleurs sont fraîches. Vas-y, je vais fermer la porte. Hop, merci. On va prendre ce petit chemin bucolique pour repartir. La Chavée de Rétigny. C'est le paradis des enfants de Rétigny qui viennent jouer ici. Ah ouais? Oui. Ah, c'est normal, hein, on aurait leur âge, on reviendrait aussi. Le soleil qui fait son retour alors qu'on arrive à Sterpigny et on fait un petit aller-retour avec le château ferme Capras, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc ici à Sterpigny, les bâtiments ne sont pas vraiment magnifiques malheureusement parce que la guerre est passée par là. Ouais. Mais on a quand même la chance d'avoir ce magnifique bâtiment qui est très bien préservé, qui est la ferme Capras comme tu l'as dit. On ne sait pas très bien de quand elle date, mais on voit bien que c'est pas tout récent. Il y a quelques dates qui traînent par-ci par-là, entre autres sur les girouettes qu'on voit au-dessus des toits. Ouais. Il y a une partie qui a été reprise comme gîte, il y a une partie qui est en gîte. Je pense qu'il y a 2 gîtes, je ne suis pas tout à fait certaine. Et donc voilà, c'est quand même un très bel ensemble qui est encore un peu dans son jus. Et je trouve que c'est toujours intéressant quand on peut préserver le patrimoine au maximum, même si à côté de ça, il y a des bâtiments perdus. Mais voilà, C'est ça. on peut garder tout ça. En tout cas, ça vaut le coup d'œil. On va Ouais, repartir c'est sur nos vraiment pas très beau. pour poursuivre. Alors on va faire un autre petit détour d'une centaine de mètres Oui. parce qu'on ne peut pas passer à Sterpigny sans passer par Non, la ferme de la campagne Madeleine. est très belle, mais ça vaut quand même la peine de passer par ici. On va aller dire bonjour à Claudie. Oui. Salut Claudie, Bonjour, ça va? ça va? Ah, Merci de nous accueillir à la ferme de la Madeleine, ce haut lieu du jazz et du blues en province de Luxembourg et même ailleurs, hein, c'est ça? oui, c'est quand même assez connu malgré tout, hein. On ne va pas gargariser là-dessus, mais c'est quand même assez connu. Tant mieux parce qu'il y a 54 ans hein, que j'organise des concerts de musique, moi. Hein. Donc depuis 69. Et pas seulement en jazz et en blues. Hein. Non, en chanson française aussi, hein, parce qu'on fait un hommage à Brassens. C'est vrai. Et en fait, c'est le plus ancien hommage de toute la francophonie, y compris aux États-Unis, au Québec et tous ces bazars. C'est fou, hein? Et on fait des concerts de jazz, très peu pendant l'année. Très très peu, parce que ça n'intéresse pas grand monde. Je ne sais pas pourquoi tout le monde vient quand c'est au festival. Il y a un paquet de gens quand même, hein, pour un petit endroit, parce que ça se déroule sur les pelouses quand même. Hein. C'est ça, ouais. C'est Nénin Werther Torhout, hein, ici. Hein. Et tu l'as mentionné, il y en était le fameux Gouvy Jazz and Blues Festival. Ouais. Tu sais un peu nous le décrire? Ah ben ça c'est un pétard évidemment, hein, un pétard musical. Hein. Et d'abord c'est du jazz, alors j'entends déjà les auditeurs ou les téléspectateurs qui m'ont dit « Oh du jazz oh, oh. !» Pas du tout. Ici c'est du jazz, on a le pied qui tape tout seul. Il y a du swing, on fait du swing, du bebop. C'est un jazz un peu à l'image de mon ami Nicolas Dor qui faisait les émissions Jazz pour tous à la RTBF. C'est un peu dans cette optique-là, c'est un jazz très festif. Et
en blues aussi, c'est très très sympathique. Il n'y a jamais de débordement, il n'y en a jamais eu, touchons du bois. Et je pense qu'il n'y en aura pas parce que voilà, on tient bien la barre et puis les gens sont chouettes. Et c'est une grande fête. On pratique des prix tout à fait démocratiques. Hein. Le club, tu l'as lancé en quelle année et quelle est un petit peu l'ambiance que tu voulais Oui, on a chipoté un peu, hein, je dis. Hein. Il n'y avait rien ici. Hein. Les gens à la toilette chez moi, il n'y avait rien. Il y avait une petite table pour le bar, il n'y avait pas de scène, l'éclairage par terre. On a vraiment commencé ici en 80. Okay. Ouais. On a commencé à faire des petits balcons, tout ça. Mais c'est très petit, mais l'acoustique est vraiment exceptionnelle. Hein. Donc les Américains, ils viennent là-bas dans le fond, les souffleurs, qu'ils soient trompettistes, trombonacolistes ou saxophonistes, et ils soufflent avec le pavillon vers le mur, parce que le son ne revient pas. Tu as parlé des artistes américains, ça témoigne de la renommée internationale de la Madelone, parce que tu as eu des artistes de renommée. Hein. Oh, on a eu des musiciens d'exception, hein, vraiment. Oui. Johnny Griffin qui a même dit que groovy is groovy, qu'il a dit. Hein. Parmi les grands noms qui sont venus chez toi, qui tu pourrais citer comme ça? Je peux citer Archie Shepp, Mal Waldron, l'orchestre de Duke Ellington, Dizzy Gillespie avec ses joues de grenouille. Don Cherry, Woody Shaw. Il n'y a pas eu Cannot Eat aussi, ou du moins... En blues, oui, en blues, on a eu les Pretty Things un peu rock quand même. On a eu les Cannot Eat 4 fois, 3 fois dans le club. Et Henry Westin vient ici et dit I refuse to play. C'est trop petit pour lui. Alors, Fito de la part lui dit va, allez, avec ton sale caractère, va t'asseoir sur la scène et fous-nous la paix. Et puis, il crie un moment, il dit que les pierres me parlent, qu'est-ce que je joue? Je dis, pour les pierres parlent, c'est terrible, ça. Hein? Moi, ne m'ont jamais parlé, en vrai. Et les pierres me parlent, qu'est-ce que je jouais ici? Alors, je lui ai dit qu'il avait joué ici. Alors, il a dit, tant que je vivrai, toutes les tournées européennes, je jouerai chez toi. Et il a joué jusqu'à la fin, parce qu'il est décédé le lendemain d'un concert ici, dans Fizet. Et la 4e fois, c'est que les Cannot Eat sont revenus. Ils avaient une tournée en Angleterre et le jour du festival, ils avaient une tournée à Londres, un concert à Londres. Ils ont annulé le concert à Londres pour venir jouer parce qu'ils avaient appris, j'avais construit une stèle. Donc c'était une main en bronze qui tient un manche de guitare dédié à Henry Westin. Claudie, merci pour de nous avoir partagé ce morceau de patrimoine gouvion et musical. Avec plaisir. Rendez-vous peut-être au Festival de la Madelone, c'est quand? C'est le premier week-end complet du mois d'août, chaque année depuis 1978. Ok. 78 pour les Français. Ça va. Merci Claudie, on poursuit notre route, à bientôt. Salut. Hein. Salut. Hein. Allez, au revoir. Jamie, allez viens. Elle veut peut-être rester avec toi, on ne sait pas. Mais... Quand même te rendre ton micro. Ici, Marie-Ève, on se situe donc dans les bois entre Sterpigny et Limerlé. Et des opérations militaires assez particulières se sont déroulées ici durant la Seconde Guerre mondiale. On va rencontrer 2 personnes qui vont nous en parler. on va découvrir ça. Bonjour André, bonjour Grégory. Bonjour. Merci de nous accueillir ici entre Sterpigny et Limerlé. Pour une raison un peu particulière, il y a des opérations militaires allemandes qui se sont déroulées ici. Est-ce que Grégory, tu peux nous les décrire? Ben oui, ça commence d'abord du côté de Paris, en France. Fin août, les Allemands commencent à capituler. Hitler ordonne de raser Paris. Il veut raser Paris absolument. En premier lieu, c'est tout ce qui est avions et VE qui partent. Les V2, pour raison quelconque, ne sont pas arrivés là-bas. Et donc, quelques temps après, ici, il y a un premier essai du côté de l'Étaille, plus ou moins vers le 6. Les fusils ne décollent pas, pour une raison on ne sait pas. Peu l'heure après, ils se replient du côté d'Allemagne. Après l'Allemagne, ils reviennent, le 7, ils reviennent sur Gouvy-Sterpigny, pour préparer pour le 8. Le 8, c'est le grand départ. Tôt au matin, la première fusée part. Elle disparaît dans l'atmosphère, on ne la retrouve pas. La deuxième partira un peu plus tard dans la journée, dans les alentours de 11 h. Là, elle va atterrir malheureusement en France, du quartier Maison Alfort. Il fera plusieurs victimes, beaucoup de blessés. On a encore des derniers témoins.
Donc je peux peut-être laisser la parole à André qui va vous expliquer les faits. C'est ça. Donc c'est les premiers missiles V2 lancés par l'Allemagne sur Paris, Sur Paris. étaient lancés depuis Gouvy donc en 1944. C'est ça, oui. Les premiers, c'est ici, oui. Et donc vous André, vous avez des souvenirs particuliers de ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vais vous dire, pour commencer, on est à la messe au matin, à 7 h, n'est-ce pas? On entend un bruit infernal. Mais on n'a rien vu. Hein, c'était une fusée. Enfin, la fusée. Et je trouve, on est à l'église, et le prêtre se retourne, il tremblait tout. Parce qu'on pensait que ça allait tomber hein, dans le village. Mais le soir, comme curieux, on vient voir, on avait dit que la fusée avait démarré d'ici du bois. Alors nous sommes venus voir, et alors là, qu'est-ce qu'on a vu? Sur le terrain, sur la route, un gros carré de 1 mètre carré, on voyait l'emplacement qui était défoncé de 5 cm. C'était la pièce qui avait déposé. Et alors il avait élagué les sapins, il y avait des sapins de 80 ans, il avait élagué, il était tout noir. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces souvenirs, maintenant, 80 ans après les faits? Ben, c'est toujours ainsi. Mais on a eu l'offensive à Neustadt. Et alors là, ça a été plus terrible que la fusée ici. 2 événements espacés de quelques mois, mais qui au final témoignent de ce qu'a souffert la région il y a donc 80 ans maintenant. Merci à vous d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Grégory, merci également pour tes explications. On va terminer notre balade, il nous reste quelques petits kilomètres à faire pour rejoindre Dimerlet. À bientôt, merci. Allez. Jimmy, viens là. Voilà, cette deuxième étape touche à sa fin, Marie-Ève. On prend la direction du lac de Cherapon, tout près de Devant nous. Dimerlet. C'est ça, devant nous. Tout s'est bien passé, c'était bien. Parfait. Et donc le lac, il existe depuis quand même un bon moment et tous les Liégeois depuis les années 60 adorent venir ici. Une petite plage qui s'est améliorée au fil du temps et un café sympa. Bon, on va aller voir ça. Voilà. C'est magnifique ça, le long du lac. Super, une belle table. Ouais. Ça fait du bien de se débarrasser des sacs. Évidemment. Voilà. Hein, Jimmy? Bonjour. Bonjour. Merci bien. Merci. Merci, c'est gentil. Et voilà, Marie-Ève, notre deuxième étape touche à sa fin avec une tarée, donc une bière qui fait référence au trail de la tarée. On a rencontré Laurent Léonard un peu plus tôt dans la journée, donc Oui, voilà un petit clin d'œil. Voilà. Je te fais santé, on se Santé. retrouve la semaine prochaine pour l'étape de Vielsalm. Oui, Vielsalm, une belle commune pleine de découvertes. Super. Je me réjouis de voir. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Santé et à la semaine Santé. prochaine.